Bonjour, aujourd'hui à la rencontre du passif, on vous emmène à Geispolsheim, une jolie commune de 7000 habitants à 12 km au sud de Strasbourg. Alors non pas pour ouvrir les portes d'une maison à colombage, mais celle d'un ancien séchoir à tabac. Là-bas nous attendent Mathieu et Camille Stadelman. Camille est la fondatrice du bureau d'études environnementales Ingéder, qui s'est occupé de la conception thermique, de la conception architecturale et du suivi de chantier de ce projet pour le rendre passif. Vous me suivez ? Camille, on est chez vous. C'est un ancien séchoir à tabac que vous avez réhabilité en passif. Comment est-ce que vous avez trouvé cette pépite et comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce projet? Alors au départ, j'ai visité la parcelle parce que la maison au bord de la rue était en vente. Et donc au moment où j'ai visité, la maison était complètement délabrée. L'idée c'était de la réhabiliter éventuellement. J'ai toujours été dans la rénovation énergétique, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis en poussant la visite, on est passé par une grange et puis on est arrivé dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait un séchoir. J'adore les cabanes. D'accord. Et l'esprit vraiment cabane en bois au milieu du jardin, ça m'a plu. Immédiatement, je dis moi, je peux faire ma maison là-dedans. D'accord. Ça a pris un moment, mais c'est comme ça que l'idée est née. Ouais. Et donc, toi, quand tu découvres ce séchoir, l'idée, c'est d'y habiter et de le réhabiliter. J'imagine que le passif, c'était un de tes objectifs dès le départ. Est-ce que cet existant était un bon candidat? Alors, au départ, on ne le savait pas forcément complètement. Quand même, ce que j'ai pu me dire tout de suite, c'est que c'est un volume, c'est un pavé finalement. Ouais. Donc, ça laisse présager une compacité plutôt bonne. Donc, ça, c'était positif. Comme c'est un ancien séchoir, on sait aussi que potentiellement il va se ventiler naturellement assez facilement. Donc pour la gestion des surchauffes, c'est plutôt pas mal. On avait dès le départ l'information que c'était une orientation nord-sud, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et puis on s'est dit assez rapidement qu'on n'aurait pas beaucoup d'ouverture à l'ouest, donc par rapport aux surchauffes, c'est intéressant. Voilà, il y avait certaines choses comme ça qu'on savait. Quoi d'autre? C'est de la structure bois, donc par rapport à la gestion des ponts thermiques, plutôt intéressant. On s'est dit assez rapidement que oui, le candidat était pas trop mal. Et donc, quand vous découvrez ce séchoir, il ressemble à quoi? Il est dans quel état en fait? Alors, il est en bon état au niveau de la structure. Par contre, il n'a pas été utilisé depuis très longtemps. On voit là un peu sur les photos, je t'ai sorti quelques archives. Là, on voit le séchoir complètement vide, avec du coup de la terre au sol, les murets béton qui font la périphérie, puis dessus l'ossature bois qui est posée avec cette fameuse trame tous les 3 mètres, les arbalétriers qui viennent supporter le séchoir. Tramer la charpente. D'ailleurs, j'imagine que ça a été une difficulté, ces arbalétriers, dans le projet, dans le dessin du projet. La plus grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est les plans, c'est faire rentrer nos pièces dans la structure existante du séchoir. Et sur le projet en lui-même, puisqu'en fait, il y avait cette enveloppe qui était déjà existante avec ce bardage bois, vous êtes venu vous insérer dedans? C'est quoi? C'est comme un concept de boîte dans la boîte finalement ou pas tout à fait? Plus ou moins, mais effectivement, pas tout à fait dans le sens où on utilise la boîte qui existe pour s'insérer. On se pose sur sa structure, on s'éloigne un petit peu pour laisser toutes les poutres qui sont support et auxquelles on ne touche pas rester donc à l'arrière du bardage. Et puis 10 cm plus loin, ou même un peu plus, 20 cm plus loin, on a notre structure qui commence. Donc globalement, on peut dire qu'un chat peut passer entre le bardage et notre mur à ossature bois. D'accord. Voilà. Et quelle est la composition de ces murs à ossature bois? Alors, si on commence donc par l'extérieur, on a ce bardage qui existe. Ensuite, on a un vide pour ventiler l'arrière du bardage, parce que techniquement, c'était mieux comme ça. Ensuite, on a 6 cm de fibre de bois. Ouais. Pas de pare-pluie avant? Non, la fibre de bois a son propre pare-pluie, mais ce n'est pas un pare-pluie à proprement parler. Effectivement, on a jugé que c'était suffisamment protégé de cette manière-là.
Et on a du coup eu cette possibilité, puisqu'on est en maison individuelle et que c'est notre projet, de le faire comme ça. Ensuite, donc pour pouvoir insuffler la ouate, on avait cette fibre de bois qui nous servait de support d'un côté, et de l'autre côté, on a de l'OSB. D'accord. Et entre les deux, on est venu insuffler de la ouate sur 28 cm. D'accord. Et après, côté intérieur, on a de la laine de bois, dans laquelle donc, une dizaine, 10 ou 12 cm en fonction des façades. Et c'est aussi là que viennent cheminer les réseaux. Puisque l'étanchéité à l'air est faite au niveau de l'OSB, qui est scotché. Vous avez ouvert des fenêtres sur ce projet qui n'étaient pas existantes, et je crois qu'il y a un travail un peu particulier sur les ébrasements sur ce sujet-là. Oui, ça nous a interrogé sur comment faire pour garder au maximum l'aspect existant. On avait quand même ces ouvertures, c'est des découpages de planches. En fait, ce qu'on a fait, c'est que toutes les planches qu'on a enlevées, on les a gardées, et on les a reposées sur les ébrasements. D'accord. Ce qui fait que l'ébrasement, c'est le même bois, la même usure de bois que ce qu'il y a à l'état existant au niveau de la vêture. Ouais, ce qui permet de garder une continuité de langage et aussi de ne pas jeter de matériaux et de ne pas en utiliser d'autres. C'est ça. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la ventilation dans cette maison, comment ça fonctionne Déjà, la ventilation est intimement liée au chauffage, puisque on chauffe par l'air. C'est une possibilité dans les maisons passives. On peut chauffer par l'air sans avoir un très fort débit. D'accord. Donc, du coup, nous, on a fait ce choix. On a une centrale double flux qui est sur le toit. Donc, le toit de notre maison, mais pas le toit du séchoir, puisque entre les deux, il y a un espace. Donc, on a notre centrale qui est à cet endroit-là. Ensuite, elle vient souffler dans les différentes pièces. Il n'y a pas de batterie au niveau de la centrale, on vient juste récupérer la chaleur de l'air qui est extrait. Et au niveau de chaque pièce, on a une petite batterie électrique. Et cette batterie électrique-là, elle est régulée sur la température qu'on veut dans la pièce. Donc ça permet d'avoir dans une chambre pas de chauffage, dans une autre chambre 20 degrés, dans une autre chambre 18. Voilà, moi j'avais envie qu'on puisse avoir quand même une régulation terminale. D'accord. Puisqu'on peut aussi mettre une batterie au niveau de la centrale, mais dans ce cas-là, l'air qui est envoyé dans toutes les pièces à la même température. Et on n'arrive pas forcément à réguler comme on le souhaite. Dans cette maison, on est sur un chauffage par l'air. Qu'est-ce que ça a de spécifique? Qu'est-ce que ça a comme avantage ou inconvénient? Pourquoi ce choix en fait? Alors déjà, ça évite d'investir dans un système de chauffage. C'est le premier point, c'est que de toute façon, on va avoir une ventilation. Si on est passif, on va a priori avoir une ventilation double flux. Donc il y a déjà tout qui est prêt pour pouvoir faire du chauffage. On n'a plus qu'à mettre une petite résistance, une petite bouche chauffante en terminale. Donc clairement, déjà en termes d'investissement, c'est logique. Ça semble aussi assez pertinent comme choix techniquement, puisque c'est très simple. Et comme il y a peu de besoin de chauffage, mettre en place un système de chauffage qui demande un entretien, une technique spécifique, ça ne semble pas non plus forcément logique. Un des éléments qui est assez frappant quand on rentre dans ce projet, c'est que il n'y a pas de BSO ni de protection solaire extérieure. Comment ça a été rendu possible Alors, il y a tout ce qu'il faut pour les mettre, mais on a fait le choix de ne pas les mettre, de voir un peu comment la maison allait vivre sans les BSO. Et il se trouve que finalement, que ce soit au rez-de-chaussée avec les grandes baies et ici, dans cette zone, on n'a quasiment pas besoin. Enfin, ça ne nous gêne absolument pas. Au contraire, on a vraiment toujours une lumière qui rentre. Ça surchauffe forcément, puisque c'est l'été. Vous êtes jusqu'à combien? À l'intérieur, on vit tout ouvert pour profiter pleinement de la maison sans voilà. Quand on part avec nos voisins qui vont se barricader, fermer les volets et tout ça, alors nous on fait rien de tout ça et on monte à 26, 27 et quand grand maximum. Et vu que c'est le séchoir, le soir on ouvre un peu partout et là tout est ventilé en un rien de temps. Et on a aussi des ouvertures, quelques ouvertures au nord, ce qui n'est pas toujours si fréquent en passif. On a beaucoup d'ouvertures. Et on a peut-être même plus d'ouvertures au nord que je dirais au sud. Et pourquoi ce choix? Et est-ce que ça a eu un impact sur vos calculs? Au rez-de-chaussée, par exemple, toute la bonne lumière en fait, du nord, ça permet d'avoir toujours un éclairage. Et puis on a aussi les baies vitrées au sud, on a quelque chose de traversant. Et au sud, soit l'hiver ou l'été, finalement, vous avez toujours ce soleil qui vient envahir la maison, qui est très agréable. Et par contre, au nord, vous avez toujours une lumière agréable, là pour lire ou pour...
Et dans les calculs, notamment sur le logiciel PHPP, il n'y a pas eu de sujet de déperdition justement avec toutes ces surfaces vitrées au nord? Ça fonctionne. Ça fonctionne? Ouais, il y a eu sujet, forcément. Mais ça fonctionne. Oui, on est un compromis entre la lumière, la Ah ouais, performance et les vues. Les plus grandes baies sont quand même plutôt côté sud, mais on en a. On ne s'est pas limité en tout cas côté nord. Une de vos volontés sur votre projet architectural, c'était aussi de faire en sorte de pouvoir continuer à apprécier le séchoir et notamment l'intérieur. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce que vous avez fait pour pouvoir justement préserver le charme de l'existant et continuer à voir le séchoir? Alors effectivement, on tenait absolument à ce que le séchoir, qui est de toute façon très grand, donc plus grand que la surface qu'on voulait pour notre maison, soit observable et qu'on puisse aussi l'utiliser, mais dans son état brut, naturel, avec toute son histoire. Il y a un moment, on a envisagé de pouvoir tourner autour en faisant des coursives et en reculant finalement la maison par rapport au séchoir. Ça, c'était pas possible en termes d'agencement architectural. Par contre, on a réussi à faire en sorte qu'en longueur, on soit moins long que le séchoir, ce qui fait qu'on a tout cet espace qui est préservé. Et donc, on a autour de nous effectivement le séchoir tel qu'il était. En bas, c'est la terrasse, mais on peut voir le bardage, on voit les poutres et la toiture. Et donc, on est ici sur une terrasse qui est à l'étage. Concernant les matériaux dans ce projet, vous avez privilégié des matériaux biosourcés, que ce soit pour l'isolation, les murs ossature bois. Vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, on est très majoritairement en écomatériaux. Ouais. Les murs, c'est de la ouate de cellulose, de la fibre de bois, de la laine de bois. L'ossature bois, c'est du bois. Hein. Et puis on a, même dans les matériaux qu'on a utilisés ensuite pour finaliser, pour finir, on est sur des choses qui sont plutôt brutes, bois, pierre, ce genre de choses. Et on a essayé de mettre du réemploi aussi. Oui. Et là, on en a un exemple juste à côté de nous. Ce bardage, en fait, c'est du réemploi. C'est des chutes de plein de chantiers qu'avait l'entreprise qui a fait l'ossature bois. Au final, en termes de performance sur ce projet, comment est-ce que vous les estimez? Est-ce que vous allumez du coup beaucoup de chauffage? Pas du tout. Quel bilan vous faites un peu de cette réalisation avec Mathieu? Ce qu'on se rend compte, c'est que le confort intérieur toute l'année est vraiment au rendez-vous. Ouais. Depuis la livraison du chantier, on a vraiment senti cette utilisation finalement de matériaux sains nous a permis d'être dans un chantier très agréable. Pas humide, pas avec des odeurs particulières de chantier. Et donc après, quand on emménage dans une maison qui est tout de suite agréable. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier bilan au niveau des matériaux, quoi. Après, au niveau du chauffage, on se rend bien compte qu'on chauffe beaucoup moins que... J'ai plusieurs personnes de ma famille qui habitent dans le même village, donc on a le même climat. Ouais. Et quand à certaines périodes un peu charnières, on a rallumé le chauffage, nous, on en est loin, quoi. Oui, ça joue pas à quelques jours, c'est en mois ou en plusieurs semaines où on se dit non mais en fait il chauffe depuis octobre et nous on chauffe pas et en fait on commence à chauffer au mois de novembre, fin novembre et pareil pour la fin de la période de chauffe. Donc ça on le constate et à chaque fois ça fait déjà plusieurs hivers qu'on est là et à chaque fois on se dit c'est quand même agréable. On sait que voilà ça marche, la théorie et la pratique se rencontrent, c'est confortable. En termes de pure performance par rapport au passif, est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner, que ce soit vis-à-vis de la consommation, d'étanchéité à l'air? Alors, on sait qu'on est Enerfit. Donc, Enerfit, c'est le label passif en rénovation. Donc, on devait viser, le maximum, c'est 25 kWh par mètre carré par an et c'est à ça qu'on est en chauffage. Pour être à moins, il aurait fallu faire d'autres choix architecturaux, notamment sur les fenêtres. Enlever des fenêtres, ben oui, au nord, forcément, on aurait été encore meilleur. Mais voilà, on atteint cette performance. Ensuite, en étanchéité à l'air, on est à 0,6 en N50. Donc, on était un petit peu en dessous de 0,6 en N50 qui était l'objectif. Assez facilement, au final, à partir du moment où on a fait les efforts pendant le chantier, on a tout de suite été bon au niveau du test. Et après, au global, l'ensemble de l'électricité et de l'énergie consommée sur la maison, on doit être inférieur à 120 kWh par mètre carré par an. Pour l'instant, ça, j'ai pas de détails sur est-ce qu'on y est pas, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie.
puisque j'ai pas encore pu faire le bilan de tous les compteurs qu'on a installés. On a installé des compteurs pour individualiser, pour savoir le chauffage combien c'est, la cuisson combien c'est. C'est des choses qu'on aura comme information, mais faut patienter un peu, c'est pas encore fait. Bon, bah, on aura la suite au prochain épisode. C'est ça. Super.